Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 18 mai 2026 et c'est votre émission qui s'ouvre. Bonjour, le Bénin commence tout de suite avec le bulletin matinal présenté par Victorine Bondé. Premier bulletin d'information de la semaine. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Le compte à rebours est lancé. Dimanche prochain, le président Romuald Wadagni sera investi président de la République. Il fera son entrée officielle dans la plénitude des charges de l'État. Un temps républicain s'annonce donc. Mais que savez-vous de cet acte solennel? Le Naïk Agbazaou, Gabin Agbo et Al-Hajj Bala se sont intéressés à la portée de l'investiture présidentielle pour la démocratie, les institutions et les citoyens. Suivez. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple. Au-delà du faste protocolaire, l'investiture du président de la République est un rite républicain, empreint de sens et de symbolisme. C'est une cérémonie hautement solennelle qui confère au chef de l'État la plénitude de ses pouvoirs constitutionnels et symbolise le respect du principe démocratique et la continuité de l'État. Dans les démocraties consolidées, c'est un moment de transformation de la victoire électorale en légitimité constitutionnelle et également institutionnelle. Et c'est un événement très important parce que c'est l'occasion également de pouvoir donner les orientations par rapport au nouveau cycle de gouvernance dans notre pays. Au plan juridique, par exemple, c'est cette cérémonie-là qui marque le début d'un nouveau mandat et la fin de l'autre. Alors, au plan politique, cette cérémonie-là permet au président nouvellement élu de prendre contact, de prendre des engagements, d'avoir son discours avec le peuple. Au plan métaphysique, je dirais que c'est spirituel, c'est sacré. Sacré parce que c'est pour la première fois qu'il sera, on va lui mettre les apparats de la République. Et il y a une communauté d'esprit en fait. C'est là réellement que le pacte social se signe. Pour les historiens, la cérémonie d'investiture du président de la République n'est pas un concept importé, hérité de la colonisation. Elle équivaut, avec une touche bien moderne, au sacre du roi. Les Européens qui avaient sillonné ces royaumes durant la période coloniale, dans leurs relations de voyage, en avaient fait cas. La pratique de l'investiture, elle a existé. Et c'est pourquoi les populations l'ont conceptualisée. En Fongwe, par exemple, chez les Fonds, en Fongwe, on parle de Eranzeda Zinkbouji et Blatani. Au cours de l'investiture du président de la République, chaque détail compte. Les différentes étapes sont suivies à la lettre par la Cour constitutionnelle. Convenez avec moi que c'est une cérémonie hautement constitutionnelle et hautement spirituelle pour moi. Mais dès la cérémonie d'investiture terminée, il devient le président en exercice. Et à partir de ce moment, il peut commencer à signer des décrets. En jurant, je cite, devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, le peuple béninois tout entier, il prend à témoin toutes ces entités qui seront ses justiciers en cas de parjure. C'est donc un rite qui recouvre le sens d'un engagement spirituel et moral très fort, surtout au Bénin où le respect des valeurs traditionnelles, le respect des ancêtres est très profond. Romuald Wadagni s'apprête à se soumettre à l'exercice le 24 mai prochain au Palais des Congrès de Cotonou. En succédant à Patrice Talon, il sera le 5e président de la République à l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Et de l'acte solennel de l'investiture à l'exercice concret du pouvoir, une question s'impose. Que recouvre réellement la fonction de président de la République? Chef de l'État, garant de l'unité nationale ou même premier magistrat? Que signifient réellement ces appellations et quel est concrètement le rôle d'un président dans le fonctionnement d'un État moderne? Élément de réponse dans ce reportage de Rebecca Kenjaoundé, Macléo Dadan Sodé et Gildas Vito.
Costume parfaitement taillé, démarche mesurée, fière allure. Le regard est fixe. La poignée de main contrôlée, le protocole millimétré. Autour de lui, les symboles de la République, le drapeau, les forces armées. À lui seul, il incarne l'autorité de l'État et la continuité des institutions. Mais derrière le décorum, les discours officiels et les apparitions solennelles se cache avant tout un homme investi d'une mission, présider aux destinées de toute une nation. Pour moi, un président de la République, c'est celui qui œuvre pour garantir à sa nation la paix, la sécurité et la prospérité. C'est-à-dire que c'est à celui-là qu'on a confié toutes les autorités pour bien gouverner ce pays. Mais d'abord, il doit être soutenu par sa population et travailler dans l'ensemble avec ses ministres et ses collaborateurs pour pouvoir bien assurer ses ressources, sinon le seul ne peut pas assurer. Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ces appellations, souvent utilisées comme des synonymes, renvoient pourtant à des réalités bien différentes selon les systèmes politiques et les responsabilités qui leur sont attachées. Chef de l'État parce que c'est lui qui dirige la nation. Il est évidemment à la tête d'un État, donc d'une entité abstraite qui transcende les individus et où il exerce le pouvoir souverain. Donc c'est en ce titre qu'il est le chef de l'État. Et évidemment, la Constitution du Bénin le dit clairement, que le chef de l'État, le président de la République, le chef d'État, il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif et du pouvoir réglementaire en République du Bénin. Alors, le chef de gouvernement, évidemment, comme dit, c'est lui, évidemment, qui conduit l'action gouvernementale. Ici, nous sommes dans un cumul de fonctions. Au-delà de l'image du pouvoir et des attributs protocolaires, la fonction présidentielle incarne une responsabilité encore plus grande. Maintenir l'État debout, quelles que soient les crises ou les tensions. Il s'élève au-dessus de tous les clivages ethniques, religieux qui pourrait y avoir, évidemment, pour conduire et garantir l'unité de l'État. Et il faudrait aussi remarquer que ce en quoi il incarne l'unité de l'État, c'est aussi le fait que, à la différence des ministres qui ont un pouvoir sectoriel, à la différence des députés qui sont élus par circonscription, lui, il est l'élu de la nation. Il est l'élu de la nation et donc, en ça, il incarne l'unité et qui doit continuer en s'élevant au-dessus de tous les clivages politiques, ethniques, religieux qui pourraient exister. Une autre appellation revient régulièrement lorsqu'il est question de la fonction présidentielle, celle de premier magistrat. Une expression forte, parfois mal comprise par les citoyens, tant elle semble rapprocher le président du monde judiciaire. C'est symboliquement qu'on distingue celui qui a la plus grande légitimité du suffrage universel, le président de la République élu. Et donc c'est à juste titre qu'on peut parler, s'agissant de sa charge, du premier magistrat de l'État. Ce n'est pas celui qui rend les décisions de justice, quoi qu'il ait le droit de grâce. Il y a un ordre judiciaire qui a son autonomie propre. Les juges du siège qui rendent les décisions de justice au nom du peuple, mais ils n'ont pas été élus. Alors c'est à travers celui qui a été élu, celui qui a l'onction du suffrage universel, que se fait un peu le transfert de légitimité. Dans une démocratie, comprendre ce rôle ne relève pas uniquement de la culture politique ou générale. C'est aussi une manière pour les citoyens de mieux mesurer les responsabilités du pouvoir, mais également ses limites.
Dans un autre registre, les réalisations du président Patrice Talon au cours des 10 dernières années ont profondément changé la vie des citoyens. Dans le département des Collines, les témoignages se ressemblent. Des conditions de vie transformées par les infrastructures, l'accès aux services sociaux de base et de nouvelles opportunités économiques. Plusieurs d'entre elles expriment leur appréciation dans ce reportage. Suivez. Quand il faut évaluer les transformations de cette dernière décennie dans les collines, nous commençons par Dassazoumé, la cité dite des 41 collines. Dans cette commune, les citoyens ont assisté ces dernières années à du jamais vu. Le département des collines, c'est un département presque délaissé par le passé. On avait beaucoup de problèmes. Premièrement, le problème d'eau. Et ce problème a été réglé définitivement. À part ça, problème d'emploi. Au niveau de l'ANPE, il y a un système qui est mis en place aujourd'hui qui essaye de déployer les jeunes dans les différents secteurs d'activité. Le choix d'une commune comme ville préfectorale, les retombées, vous ne pouvez pas les compter. En matière de travaux d'assainissement, la ville est en plein chantier, réhabilitée, réfectionnée. L'électricité passe presque partout. Les artisans également ont le siège départemental de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. À un peu plus de 27 km de Dassazoumé, la commune de Glazoué compte 10 arrondissements. Ici, habitants et autorités locales ont vu plusieurs projets marquer leur quotidien ces 10 dernières années. Notre commune, pendant 10 ans, a bénéficié de beaucoup de projets. On peut citer le projet phare de la construction des marchés. Nous pouvons parler du barrage de l'IFO pour permettre l'alimentation en eau potable. En matière d'électricité, pendant les 10 ans, Glazoué a changé. Même dans les rues qui sont dans les brousses aujourd'hui, Glazoué est bien éclairé. Nous sommes en joie dans le marché parce que notre président nous a construit un marché moderne. Glazoué est le 3e marché international du Bénin. Je vais parler des projets-programmes mis à disposition de nos pépiniéristes agréés, des projets qui nous ont permis d'avoir des tricycles, des forages. Toutes ces réformes ont permis aujourd'hui d'employer beaucoup de personnes. Cap à présent sur la commune de Savet. Au-delà de ces célèbres mamelles, la commune se distingue désormais par des avancées visibles dans plusieurs secteurs clés depuis 2016. Savet a bénéficié de plusieurs programmes d'action du gouvernement. Sur le plan électrification, il y a un projet phare qu'on appelle projet d'électricité rurale de 100 localités. Donc Savet fait partie des bénéficiaires de ce projet. Sur le plan sanitaire, c'est la construction de notre hôpital de zone. Et aussi, il faut noter qu'il n'y a pas la construction de notre hôpital de zone. Il y a une réhabilitation des centres de santé au niveau de l'arrondissement. Donc ces arrondissements sont dotés de personnel et des équipements. Le gouvernement nous a reconnus par rapport à ça. Nous sommes heureux comme l'État a fait tout possible pour qu'on puisse rester ensemble. Des réalisations, Savalou Labelle en a également connu au cours de ces 10 dernières années. L'entretien de sa beauté durant cette dernière décennie lui confère un nouvel éclat dans des secteurs tels que le sport, l'eau et l'électricité. La promotion de la cantine scolaire, cela a impacté plusieurs écoles, la presque totalité des écoles rurales de la commune de Savalou. Il y a plusieurs quartiers du centre-ville de Savalou qui ont été impactés par le réseau électrique. Le gouvernement du président Patrice Talon a pensé apporter une réponse à la question d'eau à Savalou très tôt. Dans le programme d'asphaltage 2, Savalou est pris en compte. Les travaux ont démarré. Nous aurons le pavage d'environ une vingtaine de kilomètres. Nous avons eu la chance d'avoir un stade omnisport ici. Et il y a aussi d'autres infrastructures qui sont en cours. Savalou a bénéficié des actions, des investissements importants. Il s'agit par exemple de la facilitation au crédit. Aujourd'hui, il y a les cités administratives départementales. Les collines ont hérité l'une des cités à travers la ville historique de Dassazoumé. L'avantage, c'est l'économie administrative. Ça réduit les risques d'accidents. C'est un avantage exceptionnel, historique, qu'il importe de saluer. Au nord de Savalou, la commune de Banté n'est pas non plus oubliée par le gouvernement du président Patrice Talon durant son mandat. En matière d'infrastructure, il y a un programme spécial de réhabilitation
de la commune de Banté. La réfection des centres de santé, construction de stades, renforcement d'adduction d'eau, renforcement de l'électricité et autres. Et par rapport à ce programme, toutes les études ont été bouclées et il ne reste que la phase de réalisation d'ailleurs qui a commencé. Dernière étape de notre immersion, Wessé, où les réalisations dans les secteurs du sport, de la santé et du transport sont les plus marquantes pour les habitants. Maintenant, nous sommes devant le municipal de Wessé, le terrain de stade. Nous, on n'a pas espéré, on ne croit même pas. Mais c'est devenu une réalité. Je quitte là, le goudron est en construction. Vous quittez Klibo, Ikemo, Wessé. Et ça a desservi au moins 3 arrondissements. L'arrondissement c'est Klibo, Tui, Ikemo et Wessé. Donc nous tenons à lui dire merci. Quand une femme enceinte devrait subir une césarienne, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, grâce aux réformes engagées, nous avons de bons médecins qui nous prennent en charge. Différentes communes, mais toutes diversement impactées par les réalisations enregistrées au cours de ces 10 dernières années. Une dynamique qui traduit la volonté du gouvernement de promouvoir un développement inclusif pour le mieux-être des populations. Dans le reste de l'actualité, au Bénin, le secteur des services financiers décentralisés est désormais régi par une nouvelle loi. Dès lors, les institutions de microfinance sont appelées à faire un choix, se doter de nouveaux textes fondamentaux ou perdre l'agrément. Pour sa part, Pepco Bethesda vient de changer son statut afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales. Elle fait partie des toutes premières institutions à se mettre en règle. Le détail dans ce reportage. C'est une rencontre à double intérêt pour l'association chrétienne Pepco Bethesda. D'abord, une assemblée générale ordinaire où les participants adoptent à l'unanimité les comptes de l'exercice 2025 et les rapports du conseil d'administration et du conseil de veille éthique et spirituelle. Ensuite, vient l'assemblée générale extraordinaire consacrée à la transformation institutionnelle de l'association pour se conformer au nouveau cadre juridique des services financiers décentralisés. Aujourd'hui, nous tournons une page importante de notre histoire pour en ouvrir une nouvelle pleine d'espérance et d'opportunités. La mutation vers une société coopérative n'est pas seulement un changement de statut juridique, elle représente une évolution stratégique destinée à renforcer notre gouvernance, accroître notre efficacité et garantir une participation encore plus active de chacun dans la construction de notre avenir commun. C'est une grande fierté pour moi de savoir que vous avez amorcé la transformation et que vous êtes pratiquement à la fin et que vous serez les premiers à vous mettre aux normes. Au sortir de ces assises, Pepco Bethesda change de statut et devient désormais une société coopérative. Nous avons opéré la transformation institutionnelle de Pepco Bethesda, qui était une association pour devenir maintenant une société coopérative avec conseil d'administration. Beaucoup de choses doivent pouvoir changer en termes de philosophie, de fonctionnement, en termes d'approche de travail sur le terrain. Nous avons un fort ancrage communautaire et nous allons travailler à nous s'étendre davantage et à mieux satisfaire la population. Le but ultime que nous visons, c'est contribuer, comme cela se doit, à la réduction de la pauvreté. Le pas est ainsi franchi. Les participants adoptent les tests fondamentaux et une série de résolutions. Ils élisent à l'unanimité les personnalités devant présider aux destinées des nouveaux organes dirigeants pour les 6 prochaines années. Faisons à présent une plongée littéraire dans un univers où se croisent le pouvoir, la foi et la quête de vérité. Dexter, à la droite du père, une intrigue politique qui confronte le monde mystique à la détermination. L'œuvre de Kadi Kafemich a été présentée à la presse. Une rencontre qui marque le début de la promotion d'un projet littéraire à forte portée sociale. Odette Dossou, Ulvaeus Balogun, Katelnda. C'est un roman politique inspiré d'une fiction sociale. De 334 pages, Dexter à la droite du père entraîne le lecteur dans l'univers fictif du Mainland
Une république où forces occultes, manipulation politique et lutte de pouvoir se mêlent dangereusement. Au cœur de l'intrigue, une journaliste d'investigation déterminée qui se retrouve confrontée à des réseaux puissants et à des alliances secrètes. Dexter à la droite du père se passe dans un univers où 7 chefs d'État ont décidé de se mettre ensemble et pour créer la République fédérale du Midland. Entendons par mines, c'est-à-dire les mines représentatives de chacun de ces 7 États. Et il y a bien sûr des esprits malins, des esprits qui se croient un peu plus supérieurs et qui essayent quand même de faire vaciller la tranquillité qui est mise en place au sein de cet État. Il y a particulièrement le personnage principal qui est Iris Maé-Abillé, qui va s'opposer farouchement à ces petits secrets d'État. À travers ce projet littéraire, l'auteur explore plusieurs thématiques majeures dont les mécanismes invisibles du pouvoir, la manipulation, l'influence des forces occultes dans la sphère politique, mais aussi la foi et la quête de la vérité. Le livre est structuré, je dirais, en 3 dimensions. Nous avons la dimension politique, nous avons la dimension surnaturelle et nous avons cette dimension-là qui est une dimension sociale. Dans un entretien à bâton rompu, le public bascule dans l'univers imaginaire de l'auteur et s'approprie une œuvre présentée comme un thriller. C'est un livre qui nous propose un voyage dans le temps. On est en 2026, on voyage en 2030, je ne sais pas combien, et on découvre les réalités du monde dans lequel nous vivons. C'est une œuvre qui nous tient en haleine de la première page jusqu'à la dernière et qui vaut pleinement le détour. Un chef-d'œuvre littéraire à la croisée de la fiction politique, de la réflexion sociale et de la tension psychologique. Prévu pour être lancé en juillet prochain, Dexter à la droite du père s'annonce déjà comme une œuvre ambitieuse dans le paysage littéraire béninois contemporain. Et en sport, les Amazones beach handballeuses poursuivent leur préparation pour le mondial en Croatie. Hier, à la plage de Fidrosset, une série de match-tests a permis au staff de mesurer les progrès à faire. Nos reporters Aurel Souba et Setondi Metoli ont suivi cette séance pour nous. Suivez. Une série de 3 match-tests pour évaluer l'assimilation des consignes, mesurer la progression du groupe et jauger le travail accompli après le premier bloc de préparation en vue du mondial en Croatie. Au Togo, nous avons même appris beaucoup de choses sur le tas. Donc, après cela, je pense que les filles ont capitalisé beaucoup de choses apprises là-bas, nous-mêmes les entraîneurs. Et dès le premier regroupement, on a constaté déjà, par exemple, par rapport à la qualité du saut, le squat jump, que beaucoup de filles ont progressé. Donc, elles ont commencé à se préparer même avant qu'on ne lance le regroupement. Passer un cap, voilà désormais le défi des Amazones. À ce stade de la préparation, place donc au réajustement, au réglage et au perfectionnement des automatismes. Ce qui nous reste, c'est travail surtout physique, parce que nous savons là où nous allons. Beaucoup physique et que les filles utilisent beaucoup plus l'intelligence de jeu. Chacune doit pouvoir se donner du début jusqu'à la fin. On peut gagner l'équipe du Bénin techniquement, on ne peut pas gagner l'équipe du Bénin physiquement. Physiquement, on doit être présent. L'objectif est clair, arriver le plus près possible au rendez-vous mondial. Même si la mission s'annonce immense face aux nations habituées comme l'Argentine ou le Danemark. Je pense qu'ils ont fait un sacré boulot pour que ces filles et ces garçons qui jouent en salle viennent se retrouver à l'aise à la plage. Donc bravo à toute la fédération, à tous les encadreurs. Passer du handball en salle, un sport de contact par excellence, au handball de plage demande une véritable adaptation. Une transition que la détermination et le talent des Amazones ont largement facilité. Ici, la vitesse d'exécution et l'agilité deviennent essentielles. Une autre facette du handball, plus spectaculaire, plus technique, mais tout aussi exigeante physiquement que mentalement. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Bonjour le Bénin qui se poursuit. Excellente journée de lundi et bonne semaine à chacun et à tous.
Voilà donc qui est fait. Bonne journée à vous également, Victorine Bondé. Mesdames, Messieurs, cette émission va se poursuivre et tout de suite, nous allons recevoir un invité qui n'a rien de politique, mais qui prépare, pourquoi pas, des âmes à la politique prochaine de notre pays. Il s'agit donc des enfants de nos jeunes frères et sœurs qui iront aux différents examens scolaires de cette année. Pour en parler, justement, nous allons recevoir en direct et par téléphone un spécialiste de la question. Mais avant, on l'accueille avec ce tapis. L'invité de ce matin, M. Toussaint Sagbo Fanou, il est pédagogue à la retraite. À la veille des examens de fin d'année, il veut bien partager avec nous quelques stratégies qui permettent aux parents, aux enseignants et aux enfants également de mieux se préparer pour affronter ces examens car le succès n'est jamais SDLO, il est toujours bâti sur un fondement. Professeur Toussaint Fanou Sagbo, bonjour. Bonjour, chers amis, et bonjour à toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale par téléphone. Dites-nous déjà quels sont les points clés que l'on devrait toucher ou bien prendre en compte lorsqu'on prépare des examens de fin d'année. Professeur Toussaint Fanou, vous êtes toujours en ligne, professeur? Est-ce que le professeur Toussaint Fanou est en ligne? Oui, dites-moi. Bonjour, professeur. Oh, à nouveau, bonjour. Certainement des difficultés à retrouver le professeur en ligne. Professeur Toussaint Fanou, bonjour. Allez, je crois qu'on va marquer une... Ah, professeur, bonjour, une fois encore. Oui, bonjour. Ah, je vous avais perdu entre-temps. Alors, je vous demandais justement, à votre avis, quels sont les points clés à aborder ou bien à prendre en compte lorsque l'on se prépare à affronter des examens de fin d'année? Bonjour, c'est une grande préoccupation. Je voudrais profiter d'abord de votre micro pour souhaiter beaucoup de chance à tous les candidats qui se préparent déjà pour affronter la belle épreuve. Mais je voudrais aussi vous dire que le premier point auquel moi j'attache beaucoup d'importance, c'est la santé d'abord. La santé. Et la santé. Vous parlez de la santé physique des candidats. Ensuite, il y a des attitudes à observer pour ne pas être déçu le jour où on doit se présenter à l'examen. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est faire beaucoup attention à tout ce que les professeurs vous disent. Parce qu'on ne peut pas vous apprendre A, B, C, D et vous demander à l'examen A, B, C, D, E, F. Donc, c'est ce qu'on vous a appris qu'on va vous demander à l'examen. Par conséquent, vous attachez du prix vraiment à tout cela et la bonne partie de la compréhension que vous devrez avoir de cela, la bonne partie se fait à la maison, c'est-à-dire lors de vos révisions. Il y a des choses qu'on ne comprend pas en classe. Quand on vient à la maison, on prend son cahier ou bien son livre, on fait à peine 5 ou 10 minutes, on se dit « Ah, maintenant j'ai compris ». Voilà, donc il faut attacher du prix à la révision à la maison. Il y a aussi le fait que les parents ne doivent jamais dire « Si tu ne réussis pas à cet examen, tu auras des problèmes avec moi parce que j'ai trop dépensé. Regarde l'enfant du quartier là. » Non, 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 il n'y a pas de comparaison de ce genre à faire. Spirituellement même, c'est mauvais. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut plutôt mettre l'enfant à l'aise et lui démontrer que d'abord, il doit réussir parce que Jacques, Pierre et autres ont réussi. Pourquoi pas lui? Lui aussi doit réussir comme tous les autres. Et ensuite, si par hasard, si par malheur, ça ne marchait pas, qu'il soit à l'aise, ça va marcher. Mais il ne faut pas lui dire ça dès le début de l'examen. Il faut l'assurer que ça doit marcher. C'est à la fin, justement, quand ça ne va pas marcher, qu'il faut le mettre à l'aise. Donc, voilà quelques principes fondamentaux qu'il faut observer. Et il faut savoir aussi que apprendre, ce n'est pas que apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre. Lorsque le cerveau demande un minimum de repos par le biais d'un petit sommeil, il faut observer ce petit repos-là, forcément.
Il ne faut pas se dire, je dois apprendre, je vais prendre du Nescafé, je vais prendre un grand café pour ne pas dormir. Non, il ne faut pas forcer l'organisme jusqu'à ce point. Dès que vous vous réveillez d'un petit sommeil, vous êtes encore plus fort pour continuer d'étudier, d'apprendre. Et le dernier élément sur lequel je vais mettre l'accent, c'est l'alimentation. Si vous vous empiffez dans... Vous mettez du paquet, comme on dit, alors tous les jours, vous dites il faut que j'ai de l'énergie, et pour cela, vous prenez du haricot, de l'igname, du gari, du pain, et tout ça là mélangé, vous risquez d'avoir des problèmes de digestion, des problèmes de santé estomacale, et là, ça peut dégénérer très mal le jour de l'examen. Maintenant, une semaine, nous sommes peut-être à quelques jours, il faut éviter les jeux dangereux. Parce que si vous tombez dans un jeu dangereux aujourd'hui et que vous vous fracturez un bras ou bien un pied, même si on vous fait le meilleur plâtre du monde et que vous allez à l'examen avec ça, c'est déjà un mini handicap sur le plan émotionnel. Voilà quelques petits exemples que je voudrais donner brièvement. Alors, professeur, revenons à l'enfant ou au candidat à l'examen. Force est de remarquer que vers la fin de l'année, comme on est maintenant là, ils forment des groupes d'études entre eux et au-delà des cours de rattrapage, des séances de renforcement à l'école, il y a aussi ces groupes qui se créent. Comment est-ce que l'enfant pourrait gérer toutes ces entités pour mieux se sentir? Oui, vous faites cas d'une situation un peu délicate là. Les enfants qui forment un groupe et qui ne sont pas supervisés par un adulte ou bien quelqu'un de plus sérieux que eux-mêmes, rien ne prouve que leur groupe est vraiment efficace parce que parfois on forme des groupes, on prend des cahiers, on prend les livres et on dit aux parents nous sommes en train d'étudier, mais en réalité ce qu'on étudie c'est le portable. Et là, c'est la catastrophe. D'accord. Ils vont faire peut-être 2 heures de temps ensemble, mais en réalité, ils n'auront fait que 30 minutes ou bien 25 minutes parce que tout le reste du temps, c'est des bavardages inutiles. C'est le portable qu'on triture de par-ci, par-là. Et ça, il faut quelqu'un pour leur donner des directives, pour surveiller de temps en temps, faire un tour les voir, leur donner des injonctions, ainsi de suite. Là, ils se sentent vraiment encadrés. C'est mieux que de leur laisser... Parce qu'ils ne sont pas toujours responsables, quel que soit leur âge. Donc, il faut les aider à aller de l'avant. Sinon, ils vont perdre leur temps sous prétexte qu'ils sont dans un groupe de travail. Ce n'est pas évident. Un groupe de bavardage, oui. Alors, groupe de tri, oui, c'est ça. D'accord. Alors, professeur Toussaint Sagbofanou, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas apprendre à B, C, D aux enfants et puis leur demander de répondre à des questions qui vont de A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Cela pose le problème de la proportion d'exécution des programmes scolaires. Alors, comment est-ce que l'enfant pourrait anticiper? Parce qu'il n'est pas dans l'absolu exclu que l'on n'aille pas à D, quand bien même on s'est arrêté au niveau du programme à AB. Écoutez, généralement, avec le système éducatif que nous avons aujourd'hui, tous les efforts qui sont faits, c'est que si, par exemple, dans une zone X, vous avez appris, les enfants ont appris dans les classes d'examen, ils ont appris jusqu'à ABC, et que dans une zone Y, par exemple, ils ont appris jusqu'à ABCDEF, on fera tout pour harmoniser sur le plan national les niveaux auxquels... Enfin, le niveau d'études de tout le monde, c'est-à-dire on ne va pas dire, bon, on va donner des épreuves qui vont jusqu'à S, parce qu'on sait que dans telle zone, ils sont allés jusqu'à S. Il faut tenir compte justement de l'évolution du programme, disons l'évolution la plus basse. Et puis c'est rare aujourd'hui, les enseignants sont avertis, ils sont en train de faire un travail vraiment énorme. On évolue correctement dans les programmes et c'est rare qu'on n'aille pas vraiment à un niveau très élevé qui permettent justement de forger des épreuves à la hauteur de ce que tout le monde a appris. Donc il n'y a pas de discrimination pour dire nous on a appris jusqu'à AB et puis ils ont donné des épreuves qui vont jusqu'à E et F parce que dans telle zone les enfants, non, c'est pas évident. D'accord. Alors professeur, il y a un autre phénomène sur lequel je voudrais que vous interveniez, c'est que nous sommes là maintenant en saison
pluvieuses par endroits dans le pays. Et certaines écoles se retrouvent dans des difficultés. Alors que les enseignants continuent quand même d'encadrer ces enfants-là pour les préparer aux examens. Comment est-ce que dans une telle situation, l'on pourrait se retrouver donc à tirer son épingle du jeu en tant qu'enseignant et candidat? D'abord, les autorités de ces écoles ou de ces établissements, plus les autorités de la localité devaient conjuguer leurs efforts pour éviter ces problèmes d'intempéries-là. Et là, j'ai constaté quand même qu'il y a beaucoup d'écoles où les gens trouvent toujours des solutions. Quand ce n'est pas un camion de sable qu'on a amené pour régler un peu les problèmes, c'est qu'on déloge un peu les enfants vers une autre zone où il n'y a pas d'eau, ainsi de suite. Donc moi, je vois que ce problème n'est pas capital. Même si l'école est inondée, on trouve toujours une solution pour que les enfants ne restent pas dans l'eau. Si les enfants restent dans l'eau pendant plus de 24 heures, 48 heures, ça veut dire que c'est les autorités de la localité et les autorités de l'établissement qui n'ont pas joué leur rôle. Parce que ce n'est pas bon pour la santé des enfants de rester dans l'eau pour étudier. Et donc, je crois que ce problème a toujours sa solution dans les 24 heures ou 48 heures qui suivent l'inondation de la zone. Maintenant, les parents aussi doivent prendre toutes les précautions pour que leurs enfants ne soient pas rattrapés par un froid imprévu et que leur santé n'en prenne pas un coup. Alors, professeur Toussaint Sagbo-Fanou, dites-nous, force est de constater également que l'enfant semble pris dans une spirale de travaux. Il y a l'école, il y a les week-ends où il peut se reposer, où il se retrouve dans des TD ou dans des groupes. Comment est-ce que l'on pourrait, ou le candidat pourrait donc agir de sorte à se trouver un temps de répit? Ah mais oui, vous avez abordé un problème très important. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que étudier, ce n'est pas que étudier. Lorsque vous faites du lundi jusqu'au vendredi, ou même du lundi jusqu'au samedi, dans les papiers, à l'école, un peu partout, et que le dimanche encore, on vous dit vous devez faire TD, ou bien c'est le samedi que vous faites TD, le dimanche vous passez toute la journée dans une église, mais là vous êtes en train vraiment de rater le coche là. Ah oui? Donc les enfants, les TD par exemple, quand on fait TD du matin, 8 heures parfois, jusqu'à 12 heures ou bien 13 heures ou 14 heures, je dis on est en train de scléroser le mental de tous ces enfants-là. Les TD permettent rapidement, en 2 heures de temps, de faire quelques exercices pratiques, parce que c'est les travaux dirigés, c'est les travaux pratiques, qui permettent aux enfants de lier la pratique que vous allez faire avec eux, avec la théorie qu'ils ont vécue dans les écoles. Oui. Et cela leur permet de se retrouver rapidement pour revenir à la maison, vaquer à d'autres tâches. Vaquer à d'autres tâches, c'est quoi? Un petit balayage, ça ne fait jamais de mal. Hein? Oui. Ou bien faire la vaisselle pour les parents, c'est 15-20 minutes, ça ne fait pas de mal. Maintenant, quand vous finissez tout ça, vous vous retrouvez pour lire un peu, je vous dis, c'est incontournable. Il faut toujours laisser le sommeil vous prendre les quelques 10 ou 20 minutes que le sommeil veut prendre, parce que si vous lui arrachez ces 10 ou 20 minutes, ce qu'il va vous faire après sera encore plus grave que tout ce que vous avez appris. Alors, professeur Toussaint Sagbo-Fanou, je crois que nous avons fait le tour d'horizon. S'il y a des conseils pratiques que vous voudriez bien donner aux enseignants, aux candidats et aux parents, que diriez-vous pour conclure? Je dirais pour conclure que les enseignants et les parents sachent qu'ils ont une responsabilité énorme dans la vie et dans la vie future de ces apprenants et que chacun doit jouer sa partition pour que demain, on ne dise pas si ce n'était pas à cause de telle personne ou bien de si j'aurais réussi à mon examen. Non. Mais il faudrait aussi que l'élève, l'apprenant sache qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas faire des omelettes très belles, très douces, en ne cassant pas des œufs. Et casser des œufs, c'est faire des efforts énormes. C'est se donner, c'est se sacrifier, se donner à fond et franchir le cap de cet examen, passer à un autre examen et s'en sortir avec ses diplômes pour être plus à l'aise. Déjà, je souhaite beaucoup de courage à tous ces candidats et je leur dis encore une fois,
si Jacques a réussi, il n'y a pas de raison pour que moi, Pierre, je ne réussisse pas. Et je voudrais dire un grand merci à la radio, qui est, pardon, à la télévision, télé, hein, oui. à la télé, qui est en train de nous aider justement à canaliser tous nos apprenants pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je profite aussi pour remercier tout le système éducatif avec tout ce qui est fait comme effort et qui est vu et reconnu par tout le monde. Voilà. Merci, professeur Toussaint Sagbo Fanou, d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir partagé ces ressources avec nos amis téléspectateurs, enseignants, parents et candidats y compris, sans oublier les autorités qui en ont eu également pour leur compte. Merci pour votre disponibilité. C'est moi. Merci à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'était là donc notre invité matinal au téléphone et nous avons fait une incursion dans le monde scolaire où les examens de fin d'année se préparent activement. Tout de suite, on va faire donc le tapis pour accueillir tous les événements qui sont à la une dans notre pays. Événement à la une, Patrick Jossou scrute pour nous tout ce qui est au programme culturel et qui pourrait nous intéresser. Et ce matin, on ne va pas déroger à la tradition. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain. Comment ça va ce matin? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Quel est le premier sujet que vous voudriez partager avec les téléspectateurs ce matin? Le premier sujet, c'est celui d'une exposition. Une exposition qui a lieu à l'Institut français du Bénin. Centre culturel français, Institut français du Bénin, du 13 au 30 mai. Et cette exposition permet de réunir un Burkinabé et un Béninois. Le Burkinabé est photographe, le Béninois aussi est photographe, donc deux photographes qui exposent des photos prises dans des circonstances précises. Le Burkinabé a photographié des crocodiles, le Béninois des éperviers, à des lieux emblématiques. Le Béninois, c'est à Ganvier, et le Burkinabé, c'est à un lieu, un village où il y a une espèce rare, c'est-à-dire des crocodiles mais qui sont rares parce que c'est des crocodiles sacrés. On va le suivre, il va parler un peu de ce village, le village dans lequel cela se passe, où il a photographié cette espèce rare de crocodile. C'est un village qui se trouve à 40 km de Ouagadougou. Et dans cette mare, il y a 170 crocodiles qui y vivent. Et les 170 crocodiles qui y vivent, ce sont les âmes de ces villageois. Le mythe du crocodile, l'histoire remonte il y a 300 ans. Un chasseur qui, le village de Achéché, cherchait de l'eau. Donc il s'éloigne à 15 km du village et il fait la rencontre avec un crocodile. C'est ainsi qu'il suit le crocodile et le crocodile se rend dans un buisson. Il essaie d'ouvrir le buisson, il retrouve un crocodile, il le gratte un peu, il y a de l'eau. Donc il boit l'eau, il retourne au village, il dit à ses compatriotes de venir, qu'ils ont trouvé de l'eau. Et quand, à leur surprise, ils élargissent la mare, à leur surprise, ils trouvent une centaine de crocodiles. Et à ce moment, ils se sont dit, ce crocodile a sauvé notre village. À partir de ce moment, ces crocodiles, c'est leur totem, c'est eux. Donc quand un crocodile meurt, on l'enterre. C'est aussi une manière pour eux de donner ce que le crocodile les a permis, que le village existe aujourd'hui. Donc quand j'ai appris cette histoire, pour moi, il fallait pas seulement photographier Bazoulé, il fallait questionner, interroger le rapport entre l'homme, le végétal et l'animal. Et la question qui m'est venue en tête, si jamais le crocodile disparaît aujourd'hui, est-ce que le village ne va pas disparaître? Et au-delà de ça aussi, c'est une façon pour moi de dire que ces mythes et ces traditions africaines, on doit la raconter. Et ce village a permis quand même de sauver tous ces crocodiles qui sont aujourd'hui 170. Depuis 300 ans, pour moi, ce sont des écologistes avant l'heure. Ça a permis au village d'exister, ça a permis aussi, nous, aujourd'hui, la nouvelle génération, de voir que ces crocodiles existent et perdurent. Parce que un crocodile, par exemple, il mesure 3 mètres, sur 3 mètres et 120 kilos. Mais la particularité de Bazoulé, vous pouvez monter sur le crocodile, parce que il est inoffensif, il ne blesse pas. On sent sa respiration, c'est très impressionnant. Il ne bouge pas.
il est très... comme un roi, il est sacré. Il se laisse toucher tranquillement, on lui donne du poulet, c'est tout ce qu'il veut. Et c'est très agréable, ça fait très... Voilà, en fait c'est ça qu'on va sentir que c'est un vrai crocodile. Voilà, sur le film on va sentir. Il est là, c'est un totem, c'est un sacré, donc il est là pour les villageois. Et il y a la partie aussi sacrée, et quand par exemple tu peux aller initier, par exemple ici vous allez voir des photographies, ou par exemple la paille de la fertilité. Si une femme, par exemple, en manque d'avoir un enfant, tu peux aller faire des sacrifices, demander au crocodile. Et peut-être un an après, tu auras un enfant. Vous voyez, donc c'est au-delà des crocodiles, il y a aussi cet aspect la spiritualité qui existe dans cette mare. Donc voici pourquoi je suis allé dans cette mare-là pour questionner, interroger le rôle de ces crocodiles qui est aussi les gardiens de la tradition, de la mémoire de ce village. Et voilà, il y a une quinzaine de photographies que vous allez découvrir ici. Et oui, donc c'était là les explications de l'artiste, le photographe. Mais Patrick, moi j'ai une question pour vous. Serez-vous prêt à vous asseoir sur le dos du crocodile comme l'a fait la dame? Bon, je ne sais pas si je vais me bander les yeux d'abord avant de le faire. Vous bandez les yeux, pourquoi? Parce que d'abord l'animal, c'est un animal impressionnant, le crocodile. Et s'asseoir dessus tout en sachant que, et avec les dents des crocodiles, avec chaque rangée de dents, les crocodiles ont à peu près 80 dents. Et vous imaginez quand ça va se rabattre sur une partie de mon corps, sur le bras, c'est le bras. Mais il est sacré, il est inoffensif, vous nous avez dit, Patrick Diossou. Oui, crocodile sacré. Oui. Mais je ne vais pas me laisser sacler le bras, parce que c'est un crocodile sacré. Je vous comprends. C'est normal d'avoir peur, mais vous savez, ceci montre un peu, Patrick Diossou, le mystère, sinon les mystères qui caractérisent l'Afrique aussi. Parce que ça soit sur le dos d'un crocodile sans qu'il ne dise rien, et pour porter la preuve que ce n'est pas un crocodile inerte et mort, et il a bougé. Oui, il a bougé. Les crocodiles sacrés de Bazoulé, ce sont des crocodiles qui sont exceptionnels. Exceptionnels en ce sens que ce sont des crocodiles inoffensifs. Ce sont des crocodiles qui ne sont pas agressifs. C'est vraiment exceptionnel. Or, on sait que le crocodile, c'est un animal sauvage. C'est carrément un omnivore. C'est un carnivore, mais il est omnivore dans la mesure où il mange de tout ce qui est devant lui. Alors, au-delà de tout ça, Patrick Diossou, on voit les crocodiles, on parle de caïmans, on parle d'alligators. Quelle est la différence entre ces espèces? Justement, la différence entre crocodile, caïman, alligator et gavial, elle est primordiale. C'est sur 4 points. On va suivre cet élément qui va parler de ces 4 crocodiliens qui ont 4 différences. On suit. Caïman, alligator, gavial. Les 4 sont des crocodiliens, donc des cousins éloignés, avec le même look de reptiles préhistoriques. Mais ils ont des différences bien nettes au niveau de 4 points. 1. Le museau. 2. La taille. 3. L'habitat. 4. La particularité, le comportement. Primo, le crocodile. Son museau est fin, en forme de V. Quand la gueule est fermée, la 4e dent du bas dépasse et reste visible. Pour sa taille, c'est le plus grand, jusqu'à 6 mètres de longueur, pour 1075 kg. Son habitat, eau douce et eau salée. C'est pour cela qu'on le trouve un peu partout en Afrique, en Asie, en Australie et en Amérique. La particularité du crocodile, il est le plus agressif et le plus territorial des 4. Secondo, le caïman. Son museau est large en nu. En fait, c'est un sous-groupe proche des alligators. Sa taille, il est plus petit en général, 1,2 à 4,3 mètres. Le caïman noir peut être plus grand. Son habitat, eau douce d'Amérique centrale et du Sud. Sa particularité, des plaques osseuses plus marquées sur le ventre. Il a une durée de vie plus courte, 20 à 40 ans. Tertio, l'alligator.
Son museau est large, en forme de U, comme pour le caïman. On voit rarement les dents du bas quand la gueule est fermée. Sa taille, jusqu'à 4 mètres de longueur, pour 630 kg au maximum. Son habitat, eau douce uniquement, principalement au sud des États-Unis et de la Chine. Sa particularité, généralement, il est moins agressif que le crocodile. Quarto, le gavial. Son museau est ultra fin et allongé, comme une pince. Un museau fait pour attraper des poissons. Les mâles ont une excroissance au bout du nez. Sa taille, 3 à 6 mètres de longueur. Son habitat, eau douce des rivières d'Inde et du Népal. Sa particularité, il ne mange quasiment que du poisson. Il est très peu dangereux pour l'homme, car sa mâchoire est trop fine pour nous mordre fort. Il faut surtout retenir qu'il n'y a pas de caïmans en Afrique, mais des crocodiles qui ne croquent pas que des odiles, mais qui croquent tout ce qui pourrait déranger leur idylle et tranquillité. Et donc voilà la différence, Patrick. Oui, voilà la grande différence. Donc en Afrique, on a des crocodiles. Quand dans certains ouvrages on dit caïman en Afrique, non, c'est une erreur. Il n'y a pas de caïman en Afrique, il y a des crocodiles. Et les crocodiles africains sont réputés les plus terribles, les plus terrifiants, les plus agressifs. Un crocodile africain peut, selon les estimations, dévorer 40 tonnes de viande par jour. Vous imaginez. Donc, enfin, c'est pas 40 tonnes, 40 kilos, pas la tonne. 40 kilogrammes de viande. Ça m'étonne. Pas la tonne. 40 kilogrammes de viande par jour. Vous imaginez ce que ça fait. Cela fait si on doit l'entretenir vraiment. Et les crocodiles sont réputés être des êtres qui arrivent à surveiller un peu tout ce qui tourne autour d'eux. Et les crocodiles africains sont rapides. Ils peuvent atteindre jusqu'à 60 km/h. Vous imaginez. Si vous imaginez en tant qu'humain pouvoir courir plus vite qu'il va falloir s'entraîner comme Usain Bolt. Oui. Alors que les caïmans sont un peu plus lents. Les caïmans n'arrivent pas à bien courir. Les caïmans sont lents. Plus que Usain Bolt, c'est vrai. Ah oui, raison. Sinon vous allez vous faire harakiri. Alors, Patrick Yossou, loin des caïmans, des crocodiles, des alligators, vous parlez aujourd'hui également de la journée mondiale des musées. Oui, le 18 mai, c'est la journée mondiale des musées. La journée internationale de ces musées, de ces endroits qui permettent de garder la mémoire du continent, la mémoire des pays, la mémoire des peuples. Et pour le Bénin, il y a déjà eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup d'avancées. Et comme avancées, certains étaient dans des musées et ces musées ont fini par, des musées publics, ces musées ont fini par fermer. Mais le gouvernement a pris une décision. Nous revenons sur cette décision, une décision primordiale qui a permis de payer les arriérés des agents des musées. On revient sur un Vox Populi qui permet de remettre les choses à leur place, de dire merci à tout ce travail qui est fait par le gouvernement béninois. On suit. Je suis très content d'apprendre cette décision du gouvernement dans le relevé des conclusions du Conseil des ministres. Cette mesure qui est prise est une mesure hautement sociale. Ces ex-agents des musées publics se sont trouvés dans une condition de précarité. C'est des gens qui ont dû abandonner le boulot, ayant toute une famille en charge. Cela a créé des problèmes sociaux. Aujourd'hui que le gouvernement prend la décision de pouvoir régler leurs arriérés salariaux et les dus, c'est une mesure que je salue. Dans les musées, il n'y a pas assez de personnel. Il y a à peine 2 ou 3, 4 personnes qui sont payées par les fonds de l'État. Et les responsables des musées, à l'époque, recrutaient des gens. Et ils étaient payés sur les recettes. Depuis 2018, nous n'avons plus de salaire. On n'a plus de fonds. Oui, les visiteurs sont gratuites, il n'y a pas de subvention. Ils sont repartis sans rien. Et maintenant, le gouvernement a voulu les dédommager. Ça, c'est vraiment du social. Depuis ce temps, je faisais le commerce. Je vendais des produits agricoles. C'est mon mari qui faisait ces choses.
Il était technicien agricole. Donc j'ai commencé par vendre ces choses. Mais c'était difficile. On souffrait beaucoup avant. Mais aujourd'hui, on est fiers. On remercie le président Patrice Talon. L'État a pris une décision juste, équitable et sociale. Dans leur grande majorité, c'est les petits agents. Ils sont guides, ils sont secrétaires, agents d'entretien. C'est des gens qui n'ont pas de grand boulot. Ils constituaient une couche fragile, vulnérable, mais que l'État ait choisi d'améliorer la situation de ceux-là, malgré le temps que ça a duré. On ne peut qu'applaudir et remercier le gouvernement béninois. Oui. Et voilà donc une politique qui vient encourager et reconnaître l'effort de ses compatriotes. Oui, une politique qui encourage l'effort des compatriotes. Donc sur le plan public, c'est ce qui est fait. Il y a des initiatives privées qui permettent aussi de remettre les musées à leur place, qui permettent de dire à toute la population que aller au musée, c'est un engagement citoyen. On suit cet élément qui nous parle d'un musée exceptionnel. C'est Ivaïs Balogun qui nous plante le décor. Bienvenue au Musée des Masques d'Afrique, un lieu où l'art, le sacré et la mémoire se rencontrent. Le Musée des Masques d'Afrique, c'est une exposition que nous avons montée pour un côté l'Afrique de l'Ouest et l'autre côté l'Afrique centrale. Et les deux se parlent. En Afrique noire, le guide ici, c'est Noël Agossou, conservateur du musée, passionné de culture et surtout collectionneur. J'ai une collection de plus de 1200 objets, parce que j'ai commencé ma collection depuis les années 82. J'étais encore sur les bancs d'études. C'était à Brazzaville que j'avais commencé avant d'aller maintenant en RDC. À l'époque, c'était le Zaïre. Nous avons derrière nous le masque Egungu, le masque Pakliao Zangbeto, le masque Gelede, et d'autres masques encore qui sont ici de l'autre côté. Ça, c'est le masque qui vient du Cameroun. Et James, ça vient du Cameroun. Et aussi les masques d'Angola, du Congo, République démocratique du Congo, du Rwanda. De l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Bénin, le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Sculptés dans le bois ou ornés de fibres de coquillage ou de tissu, ces masques ne sont pas de simples objets décoratifs. Ce sont des masques sacrés qui sont utilisés pour des faits soit spirituels, soit de guérison ou soit de prospérité. Donc la plupart des masques qui sont ici ne sont pas désacralisés. Je les ai laissés avec leurs propres vibrations. Plus qu'un lieu d'exposition, ce musée est une école de mémoire, une passerelle entre les générations. Mais ce sont des choses qu'il faut sauvegarder, garder jalousement, parce que ça représente nos aïeuls, nos esprits, nos ancêtres. Unique en son genre, le musée des masques d'Afrique fait revivre ici la mémoire des peuples et l'âme des sociétés africaines à travers le masque. Le couteau, c'est pas bon, vous pouvez le voir, puis soulever le couteau. Ah oui, impressionnant. Une belle collection là, Patrick Dessous. Très belle collection. Et ça permet de penser que les musées permettent de sauver le sacré. Vous voyez, on a commencé par le sacré en parlant des crocodiles sacrés de Bazolé. On finit par le sacré que représente un musée. Le musée, cette journée est une journée consacrée au musée. C'est une journée qui a comme thème « Les musées unissent les peuples divisés ». C'est ça le thème de 2026 de la Journée mondiale des musées. Et ce thème permet de nous dire, oui, allons au musée, allons visiter les musées. Ça nous permet d'être reconnectés avec notre passé, d'être connectés avec le futur aussi. Tout à fait. On ne cessera jamais de le dire. Hein. Donc, dès qu'on a un temps de... Et puis, ces visites vous permettent de vous replonger dans notre histoire et surtout de décompresser. C'est important. Tout à fait. Il n'y a pas que les bars pour décompresser. Non, il n'y a pas que les bars. Allez, Patrick Dessous, on est lundi et vous faites bien de nous parler des musées. On va déjà inscrire dans nos agendas que peut-être vendredi ou samedi, on va faire un tour, visiter des collections. S'il y a des collections privées, il y a aussi que nos musées un peu partout dans le pays tournent également. Il y en a qui sont en construction. Présentement, il y a 4 pôles dans 4 villes au Bénin. Il y a Porto Novo,
capitale, capitale politique, il y a un musée du Vaudou à Porto-Novo, il y a un musée à Cotonou qui est en construction, donc capitale économique, capitale touristique Ouida, il y a un autre musée, et puis capitale historique à Bomé. Patrick, on va donc musées. vous dire merci. On se retrouve demain. Mais avant, mesdames, messieurs, on va marquer la pause réclame. Notre pays bouge, notre pays avance, notre pays est en mouvement, le Bénin en mouvement, justement, on en parle dans cette rubrique et ça va être un visage que vous connaissez très bien, qu'on va accueillir avec cette véhicule. Elle est à mes côtés, Jennifer Sachevi, bonjour. Bonjour Alain, c'est la surprise aux téléspectateurs, un plaisir de vous avoir avec moi, en tout cas d'être à vos côtés ce matin dans ce nouveau rôle. Merci, plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors Alain, est-ce que vous avez pour commencer une carte de visite? Non. Vous n'en utilisez pas? Non. Pourquoi? Je peux savoir. Je ne sais pas si c'est encore utile aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous êtes votre propre carte de visite. Voilà. En tout cas, mesdames, messieurs, bonjour à nouveau. À l'ère du numérique, les outils de communication évoluent et laissent progressivement place à des solutions plus modernes. Au Bénin, cette dynamique prend forme à travers différentes initiatives, justement. Et c'est pour ça que je parlais de carte de visite. L'une d'elles est la mise en place d'une carte de visite digitalisée, Bluestone Connect, qui est pensée pour faciliter les échanges professionnels. Et Alain, nous sommes aujourd'hui avec, je dirais, son créateur, un jeune entrepreneur béninois qui multiplie les initiatives orientées vers des solutions adaptées aux réalités locales. Alors, Stone Agasunon, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, vous avez porté plusieurs casquettes. Vous avez été ingénieur, entrepreneur, je pense footballeur même, oui, à un certain moment, et aujourd'hui entrepreneur. Déjà, est-ce qu'on doit parler d'un revirement? Non, je veux pas, on ne va pas parler d'un revirement, mais on va plutôt parler d'une continuité logique. Parce que déjà, moi, je cherche à résoudre les problèmes partout où je passe, que ce soit sur le terrain de foot ou même dans les bureaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà au foot, moi, j'ai appris une certaine discipline, une rigueur, travailler déjà en équipe et une résilience. Et je retrouve ces mêmes valeurs-là dans l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est un revirement, mais c'est une continuité dans l'état d'esprit. Et pourquoi l'entrepreneuriat, d'où vous êtes venu ce goût pour la chose? Elle est venue d'une frustration positive, celle de voir des problèmes sans solution. Et moi, j'ai grandi dans un environnement où il y a assez de déchets plastiques et je voyais déjà un écart minime entre le problème des déchets et la solution qu'on peut avoir quand on transforme ces déchets-là. D'accord, donc ça c'est, je pense, l'une de vos premières initiatives. Vous avez procédé à la transformation de déchets plastiques. Et justement, avant d'en venir à la carte de visite digitalisée, il y a eu d'autres projets, ce recyclage-là également, Santé Plus, tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fil conducteur entre ces différentes initiatives? Réellement, il y a réellement un fil conducteur en tout ça, le recyclage, Santé Plus et Bluestone Connect. Et cette continuité-là entre les choses, c'est toujours quitter d'un problème essentiel et venir à une solution qui impacte, qui touche déjà les petits détails de notre quotidien. Moi, je ne pense pas forcément aux projets qui font joli sur papier, mais des projets qui impactent notre quotidien. Et est-ce que l'impact se fait ressentir concrètement? Parce que ça fait un bout de temps quand même que vous innovez. Bon, moi, généralement, pour parler de l'impact du côté de Bluestone Connect, je ne vais pas parler de chiffres, mais je suis plus content quand quelqu'un me dit « Depuis que j'utilise cette carte, j'ai une autre image, je touche plus de personnes et je gagne en temps. » Alors, monsieur Agasunon, moi, j'ai une question pour vous. Prenez quelqu'un comme moi. Jennifer vient de me poser la question, je n'ai pas de carte de visite. Dites-moi, en tant que concepteur d'une carte de visite qui est digitalisée, quel intérêt, moi, quelqu'un comme moi, pourrait avoir pour, disons, accepter faire la carte que vous proposez? Essayez de me convaincre. D'accord. Aujourd'hui, vous avez des cartes de visite en papier. On sait tous qu'aujourd'hui, quand on échange ces petits papiers, on les perd le lendemain.
Et on est obligé de les multiplier par 100 chaque fois, chaque 3 mois. C'est déjà une grande perte. Aujourd'hui, la solution Bluestone Connect vous propose une carte fabriquée avec des déchets plastiques. Donc, déjà, une carte achetée, c'est déjà une réduction de la pollution au Bénin. Nous participons déjà au recyclage de la matière. De la matière. D'accord. Déjà. Le deuxième volet, c'est déjà, ça touche votre image. Quand vous allez dans un endroit ou à une conférence et que vous sortez une carte qui déjà, quand vous le rapprochez d'un téléphone, rapidement, il partage vos informations en 2 secondes. C'est déjà moderne. C'est l'effet waouh que vous avez en plus. Et en un clic, vous partagez toutes vos informations, que ce soit le lien qui mène vers vos réseaux sociaux, votre portfolio, votre Wikipédia et tout ce qui va avec. Ok, alors si je vous suis bien, la petite nouveauté ici, sinon la nouveauté dans Bluestone Connect, c'est qu'on a tout ce qu'on ne peut pas mettre sur papier, pardon, sur les petites cartes, c'est ça. Oui. Donc vous avez parlé de portfolio, détailler un peu tout ce qu'on peut avoir. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez partager facilement vos numéros de téléphone. Comme sur la carte Comme classique. sur la carte classique, vous pouvez partager votre mail rapidement et la personne clique sur le mail, il vous écrit au lieu de mettre chaque lettre. D'accord. Il peut vous contacter via vos réseaux LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp directement. Vous avez accès à un catalogue qui vous permet de mettre déjà un lien qui draine vers vos produits si vous êtes un commerçant ou un restaurant qui propose des services. Et en même temps, au dernier volet, on a un volet paiement qui permet à celui qui porte la carte de recevoir de l'argent, que ce soit de Orange, que ce soit de Mix, que ce soit de RTL, de MTN ou de Move. D'accord, voilà, ça apporte un plus. Moi, j'ai une curiosité, Jennifer. Je veux savoir, dites-moi. Vous savez qu'on est dans un monde hyper connecté, mais il y a quand même quelques personnes qui restent et demeurent dans l'autre école, l'école de l'analogique. Quelles sont les conditions dans lesquelles votre carte connectée marche? Il y a 2 conditions. La première condition, c'est de faire face à un utilisateur qui a un téléphone très avancé, c'est-à-dire qui dispose de la technologie NFC. Quand vous rapprochez la carte à quelques millimètres du téléphone, directement vos informations vont sur son téléphone. Mais pour aujourd'hui, les personnes ou la marge de la population qui ne dispose pas d'un téléphone évolué, mais qui dispose d'un téléphone sans technologie NFC, il y a un QR code qui est derrière cette carte que ces personnes-là peuvent scanner rapidement pour avoir accès aux mêmes informations. D'accord. Et en quoi est-ce utile justement pour le commerçant? Parce que celui qui vend peut-être, qui n'est pas forcément dans un milieu bureaucrate, vous dira, je ne sais pas ce que j'y gagne. Déjà, la carte aujourd'hui, dans le domaine du commerce, parle à la place du commerçant. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de commerçants qui ne savent pas parler, présenter leurs produits. Mais aujourd'hui, on constate à travers les retours qu'on a que la carte parle à la place de ceux qui l'utilisent. Qu'est-ce qui se passe quand vous connectez la carte au téléphone de la personne? Directement, vous avez accès à son catalogue. Vous voyez directement ses produits avec les coûts sans que la personne même ne parle. Ça facilite déjà les échanges et vous avez une vue claire sur ce que vous voulez acheter ou bien ce que vous voulez comme produit. D'accord. Alors, à la base, vous vouliez régler des problèmes. Pourquoi alors avoir opté pour une carte digitalisée? Je suis toujours curieuse. Quel problème vous cherchiez à résoudre? Déjà, Bluestone Connect s'engage ou s'inscrit déjà dans la dynamique du Bénin, parce qu'au Bénin, on voit qu'on est dans une dynamique, que ce soit dans le privé ou du public, de digitaliser tout. Okay. Donc, Bluestone Connect s'inscrit dans cette dynamique. C'est l'idée de base. Et ensuite, vous vous êtes dit, vu que je recycle des déchets, pourquoi ne pas en faire œuvre utile, c'est ça? Si, c'est ça. D'accord. Alors, il y a également, je ne sais pas, quelles sont vos cibles, les franges de la population qui peuvent se sentir concernées? Aujourd'hui, on pense plus aux administrations. On pense plus aux administrations. Exclusivement? Vous avez parlé de commerçants tout à l'heure. Est-ce qu'il y a les étudiants, tout ça? Bon, je vais en venir. D'accord. Déjà, on pense aux administrations, ceux qui sont plus dans les bureaux, qui vont aux conférences, qui font des sorties stratégiques pour aller en dehors du pays, qui ont toujours cette carte-là, qui ne peuvent pas traduire en anglais parce que voilà, ils vont à l'extérieur du pays. Rapidement, sur notre plateforme, ils peuvent tout changer en anglais. Ah oui. Et même s'ils vont à l'extérieur, celui qui parle anglais a accès à ces informations en anglais. Ça, c'est le premier volet. On descend maintenant aux commerçants aujourd'hui qui sont
dans leur boutique qui ne peuvent pas forcément dire, voilà, j'ai tel produit, mais avec cette carte, on peut facilement avoir un catalogue de vente avec les prix qui vont avec. Aujourd'hui, on a des étudiants qui ne disposent pas forcément de leur CV sur eux. On est en train d'explorer une autre dimension de la chose qui permet d'incruster son CV, ce qui fait que quand on rencontre un étudiant ou bien quelqu'un qui vient de finir son cursus, on lui demande « Ah, je veux avoir accès à ton CV » directement, il peut donner son CV. Tout ça en un clic. Tout ça en un clic. En ayant une et une seule carte sur lui. En ayant une seule carte sur lui. Mais là, vous posez des problèmes aux imprimeurs, hein, parce que par le passé, il faut réimprimer 100 copies, 1000 copies de cartes de visite à chaque fois. Distribuer. Mais avant le lancement officiel, je dirais, quel travail vous avez mené en amont, tout ce qui s'est fait en interne jusqu'à aboutissement du projet? Vous voulez partager ça avec nous? Il y a réellement un travail qui a été mené en amont. Le réel travail, c'est d'abord le recyclage de tous ces déchets plastiques. On a tellement de déchets plastiques à Cotonou. Donc, on s'est dit, comment avoir tous ces déchets-là en constituant des stations? Donc, aujourd'hui, on a des stations de collecte de déchets. Et après, on a une course qui permet de rassembler ça. Donc, le premier challenge a été de collecter. Et le deuxième challenge qui a été fait avant le lancement, c'est comment convaincre cette marge de personnes qui utilisent déjà des papiers habituellement. Ça a été le deuxième challenge. Et justement, quels ont été les plus grands défis rencontrés lors de la mise en place de cette plateforme-là? Les plus grands défis sont, je vais revenir à la mentalité, parce qu'on est dans un pays où les gens sont habitués à cette petite carte-là de visite. C'est facile à distribuer. C'est facile à distribuer. Ça a été, le challenge, c'est de changer cette mentalité-là de ces personnes. Ça n'a pas été facile. Je me dis, il faut de la patience et encore montrer la valeur que cette carte-là apporte. D'accord. Et je reviens justement sur cette question. D'autres vous diront, le papier, il est facile. Comme je vous le dis, je l'ai dans ma trousse rapidement. À une rencontre, je la distribue. Qu'est-ce que le digital, là, m'apporte que le papier n'a peut-être pas? D'abord, il y a 3 volets. La praticité. D'accord. Vous rencontrez quelqu'un, en 2 secondes, vous avez partagé votre information et vous passez à autre chose. Avec tous les détails. Avec tous les détails en plus. La praticité. En 2 secondes, vous partagez vos informations. On vient maintenant à la durabilité de la carte. Même quand la carte elle tombe dans l'eau et vous le pliez comme vous voulez, elle ne va pas se casser parce qu'elle a été fabriquée en fonction d'un certain nombre de dosages. D'accord. Et il y a cette durabilité-là qui permet à la carte de ne pas se briser, se casser. Donc, maintenant, on passe à l'image. Quand vous avez une carte comme ça et que vous allez à une conférence ou bien vous allez à une assise et que vous dites, ah oui, on a besoin par exemple de votre information. Ah, voilà mes informations. Ça donne une image de prestige. De prestige. Donc, voilà les trois points. Et sur la durée, justement, comme vous le dites, pendant combien de temps cette carte peut être fonctionnelle? Et également, il y a des mises à jour lorsqu'on parle de côté professionnel. Est-ce qu'il faut racheter la carte ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités? Ce qui se passe chez nous, on a pris le soin de mener une enquête auprès des gens pour savoir leurs réels problèmes, pour pouvoir satisfaire leurs demandes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, les cartes qu'on propose sont utilisables à vie. À vie. D'accord. Quand vous achetez votre carte, on ne va pas parler de coûts ni de chiffres ici. Bien évidemment, quand vous prenez votre carte, vous l'utilisez à vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne vous remplit pas les informations. Sur la plateforme, vous avez un compte dans lequel vous changez vos informations comme vous voulez. Ce qui fait que quand vous n'avez pas forcément besoin du concepteur ou de l'équipe technique pour changer une information. Depuis votre maison, vous rentrez dans votre compte, vous changez soit votre nom, votre photo, ou bien vous avez une vieille photo, vous voulez la changer, vous la changez rapidement. Faites la mise à jour. Et la mise à jour est faite directement. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites cette mise à jour? Directement, ceux qui possèdent déjà vos contacts et l'ont enregistré ont cette mise à jour instantanément. Immédiatement. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a plus autre chose à faire. Bluestone Connect, qu'est-ce qui va se passer lorsque j'ai ma carte et que vous, mon vis-à-vis à qui je veux donner mes infos, vous n'avez pas un téléphone ou bien vous n'avez pas un téléphone connecté à ce moment-là? Aujourd'hui, on est à une ère où 70% de la population possède déjà
un téléphone. Et comme déjà cité, notre cible, c'est ces personnes qui sont d'abord dans l'administration. Après, ces commerçants qui sont dotés déjà d'un téléphone, qui ont des clients déjà qui viennent vers eux, qui sont aussi également dotés de téléphones, et des étudiants aussi qui ont un entourage de personnes dotées d'un téléphone. Après, peut-être en 2030, on va pouvoir atteindre ces personnes-là qui ne possèdent pas déjà la technologie pour accéder à ces informations quand on rapproche la carte. D'accord. Et est-ce qu'on peut l'avoir sur ordinateur peut-être? Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Oui, est-ce qu'on peut avoir cette plateforme-là liée, connectée à votre carte sur ordinateur? Bien sûr, il y a une version web. Vous pouvez l'avoir sur ordinateur comme sur téléphone. D'accord. Et quelles sont justement les ambitions de Bluestone Connect pour les prochaines années? On a commencé à le dire. Hein. Déjà, les ambitions, on va commencer par cette partie où on veut étendre vers les pays qui sont à côté, parce que la demande est déjà là. D'accord. En Côte d'Ivoire, au Togo et les autres pays limitrophes du Bénin ont déjà ce besoin-là. Okay. Donc, le premier challenge, c'est de l'étendre. Le deuxième challenge, c'est d'écouter déjà ces personnes qui l'utilisent et de tenir compte de ce qu'ils veulent comme amélioration. Parce qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer une personne qui est satisfaite de la carte, mais qui dit demain, ah, et si vous ajoutez tel... Il y a forcément des améliorations à apporter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Comme le CV, c'est quelqu'un après, c'est dans une entreprise, après prestation, ils nous disent, mais pourquoi vous n'ajoutez pas le volet CV? Sinon, on n'avait pas prévu ce volet-là. Et déjà, 2 jours après, on a intégré, mais il était content. Ah oui. Quand est-ce que Jennifer et moi allons avoir nos cartes? Parce que je suis tout de suite intéressée. Hein, je vous on écoute M. Agasso. Ça ne va pas prendre le temps. En 5 minutes, on a fini. N'est-ce pas? Allez. Alors, justement, puisque vous parlez de retour, quels sont les partenaires, peut-être sans faire de pub évidemment, avec lesquels vous interagissez déjà? Aujourd'hui, on a AFG Assurance. Non, sans faire la pub, évidemment. Sans faire la pub, les maisons d'assurance? Les maisons d'assurance. D'accord. On a les fintech de paiement avec lesquels on est connecté. Alors, parce que justement, c'est très pratique pour eux. Hein. Je vais demander peut-être votre regard sur l'écosystème entrepreneurial technologique béninois. Bon, déjà, moi, je suis fier de faire partie de ce système de jeunes qui sont déjà très engagés. Mais je pense que le problème, il est plus lié au manque d'accompagnement. Et pourquoi pas parler directement de financement? D'accord. Parlant justement d'accompagnement, en tant que, je dirais, acteur du numérique, quel accompagnement le ministère, par exemple, du numérique pourrait faire à une start-up comme vous? On va parler d'accompagnement technique. On va parler d'accompagnement technique. Aujourd'hui, pour stocker des données, on a besoin de voir des organisations, on a besoin de voir des centres. Je pense que le ministère peut faciliter l'obtention de certains certificats. Le ministère peut faciliter la rencontre entre les startups et ces agences-là qui s'occupent du volet technique de stockage de données. D'accord. Et ça pourra leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Voilà. Absolument. Alors, je ne vais pas souffler, vous êtes également, vous avez un pied en Suisse, c'est en Russie plutôt. Est-ce que vous comptez peut-être étendre ces innovations-là au-delà du continent africain? Déjà, je vais dire que c'est par là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé avant de comprendre que le besoin aussi se fait sentir chez moi ici. Là-bas, on est dans un monde très avancé où celui qui vous fait face réellement n'a pas de temps. Il n'a pas de temps pour vous dire « mon numéro c'est tel, tel ». Du coup, quand moi, là-bas, j'ai compris que les gens n'ont pas le temps. Qu'est-ce qu'il leur faut réellement au lieu des cartes en papier pour gagner en temps? Parce que je participe souvent aux conférences, je participe souvent aux assises. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer cette solution à ces personnes-là? Parce que je travaillais dans une boîte où il fallait travailler avec des gens. Donc, j'ai rapidement compris ce besoin-là. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé, avant de comprendre que chez moi aussi, j'ai ce réel problème-là. Voilà. Et donc, il y a une révolution numérique au Bénin et puis les Béninois ont décidé aussi d'accompagner la dynamique. Aujourd'hui, donc, on pourrait être fier Béninois de brandir une carte, de dire, bon, bonjour Madame Sativi, voilà, et puis ça y est, vous avez mes infos. Et dire, bon, voilà, ou bien j'ai partagé toutes les cartes, je n'en ai plus. Allez, Monsieur Agasso, je crois que nos prières vont vous
vous accompagner et faire en sorte de porter loin aussi le Bénin, parce que le Bénin qui doit évoluer, c'est la chose de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Jennifer, je crois qu'on a fait le tour d'horizon. On a fait le tour d'horizon. Peut-être quelques secondes, si vous deviez définir Bluestone Connect en une phrase. Une phrase, que diriez-vous? En une phrase, Bluestone Connect, c'est cette carte qui donne une modernité à votre image partout et à tout moment. Merci beaucoup, Alain. Merci également à vous, Stone Agassono. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause publicitaire et vous revenir. Nous ouvrons la page sport avec le tapis qui accueille celle qui va nous la présenter. Fifame Atadedi Okonde, bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers téléspectateurs. Comment ça va? Super bien, hein, la forme hier et vous-même? Ah, ça va tranquille. Ravi de Vous le nous savoir. faites le point de la finale, de la première édition d'ailleurs du championnat de rink hockey qui a eu lieu hier, dimanche 17 mai. Exactement Alain, nous avons assisté à un spectacle incroyable. Hein. La finale de la Ligue professionnelle de rink hockey 2026 restera comme l'un des moments forts du sport béninois. La grande finale, vous l'avez si bien dit Alain, c'était hier dimanche 16 mai. Opposé à EU Motors, la team Nobila Assurance s'est imposée avec autorité sur le score de 7-3. Une victoire portée par un collectif offensif remarquable. Kokam Kamchuang est auteur de 4 buts. Immaculée Zinsou a inscrit 2 réalisations et Merveille à Tindopo était buteuse une seule fois. Au-delà du sacre, cette finale avait une dimension hautement symbolique. Après 30 ans de carrière, Kokam Kamchuang a annoncé qu'il mettait un terme à son parcours de joueur. Et il a tenu justement à compétir pour une dernière fois avec ces jeunes qu'il a lui-même formés à partir de zéro. Une sortie en apothéose pour celui qui a contribué largement à former tous ces jeunes hockeyeurs au talent incroyable au Bénin. Lancé le 18 avril 2026, le centre EIA, par le centre EIA, je voulais dire évidemment, la Ligue de rink hockey a réuni 4 équipes. Nobila Assurance, EU Motors, BIC et Star Trek. Pendant plusieurs semaines, ces formations se sont affrontées dans une phase de classement d'abord visant à établir les affiches des playoffs. Nobila Assurance finit donc champion, EU Motors finaliste malheureux et face à la BIC, Star Trek décroche la 3e place sur un score de 3-2. Avec des matchs intenses, un public nombreux à chaque match et des animations culturelles autour de la piste, cette première édition a confirmé le potentiel du rink hockey au Bénin. Plus qu'une compétition, Alain, on va dire que cette ligue pose les bases d'un championnat structuré au Bénin. Alors, Kokam Kamchuang termine largement en tête. Est-ce qu'on peut dire que son expérience aura été très importante tout au long de ce tournoi? Je pense qu'on peut le dire aisément hein, parce que Kokam Kamchuang, c'est quand même 30 ans de carrière hein, en tant que joueur de hockey, tout au long de ce tournoi d'ailleurs. Kokam de Nobila Assurance a inscrit 22 réalisations. Derrière lui, Damien Zinsou d'EU Motors s'est illustré à hauteur de 18 buts. Alain Rundji de la BIC a trouvé le chemin des filets 13 fois. Et il y a aussi Abraham Akodjenou de Star Trek qui a conclu cette compétition avec 9 buts. Ces 4 joueurs terminent donc à la tête du classement des buteurs de cette première édition de la Ligue professionnelle de rink hockey 2026. On les suit. Très content d'avoir gagné, très content de cette première place. Ça a été très difficile. On avait un adversaire vraiment solide. EU Motors, c'était la grosse équipe. Il y avait beaucoup de joueurs qui sont probablement les futurs meilleurs joueurs béninois. Donc voilà, il y avait une petite pression, une grosse pression même avant d'aborder ce match. Et voilà, réussir à gagner sur ce score-là, c'est une fierté, un soulagement. Déjà, terminer meilleur buteur du championnat, je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas quelque chose derrière lequel je courais. Mais voilà, au fur et à mesure des matchs, j'ai commencé à marquer de plus en plus.
grâce à mon équipe, mais aussi grâce à mon expérience. C'est ça aussi qui a fait un peu la différence. Aujourd'hui, je clôture 30 années de joueur de hockey. Après un parcours de joueur de haut niveau en France, après des matchs de première division, après des matchs européens. Et puis après avoir lancé le hockey au Bénin, créer une compétition, participer à la compétition. Et grâce à vous les médias, en faire une compétition majeure. Voilà, officiellement, je sais que je peux maintenant ranger les patins et puis passer à autre chose. Je me sens triste parce que j'ai pu parcourir tout ce chemin avec mon équipe pour finir deuxième. C'est pas possible. Je suis quand même heureux d'avoir fini meilleur buteur de mon équipe, Motoso. Ce qui m'a permis d'être meilleur buteur, ce sont mes passes, mes shoots, mes dribbles qui m'ont permis d'être meilleur buteur. Et merci à mon équipe qui me donne des passes à marquer. Tout au long du championnat, j'ai marqué 13 buts. Je crois que la prochaine fois, on peut gagner. Durant ce tournoi, je jouais plus devant en attaque et moins derrière. C'est pour cela que je donnais des passes décisives dans mon équipe. Ça me fait plaisir d'être le meilleur buteur dans mon équipe. Je ne croyais pas que nous allons gagner ce match et être à la 3e place. Et oui, voilà qui est dit. Fifame Salomé Ataledi, l'autre actualité, c'est aussi les Amazones Beach handballeuses qui se préparent. Exactement, Alain. Les Amazones Beach handballeuses intensifient leur préparation en vue du mondial prévu en Croatie. Ce samedi, sur la plage de Fidrosset, une série de matchs tests a permis au coach et à son staff technique d'évaluer le niveau actuel de l'équipe et d'identifier les axes d'amélioration avant la compétition mondiale. Nos reporters Lauriel Souba et Setonji Metoli ont suivi cette séance de préparation. On regarde. Une série de 3 matchs tests pour évaluer l'assimilation des consignes, mesurer la progression du groupe et jauger le travail accompli après le premier bloc de préparation en vue du mondial en Croatie. Au Togo, nous avons même appris beaucoup de choses sur le tas. Donc, après cela, je pense que les filles ont capitalisé beaucoup de choses apprises là-bas, nous-mêmes les entraîneurs. Et dès le premier regroupement, on a constaté déjà, par exemple, par rapport à la qualité du saut, le squat jump, que beaucoup de filles ont progressé. Donc, elles ont commencé à se préparer même avant qu'on ne lance le regroupement. Passer un cap, voilà désormais le défi des Amazones. À ce stade de la préparation, place donc au réajustement, au réglage et au perfectionnement des automatismes. Ce qui nous reste, c'est travail surtout physique, parce que nous savons là où nous allons, beaucoup physique, et que les filles utilisent beaucoup plus l'intelligence de jeu. Chacune doit pouvoir se donner du début jusqu'à la fin. On peut gagner l'équipe du Bénin techniquement, on ne peut pas gagner l'équipe du Bénin physiquement. Physiquement, on doit être présent. L'objectif est clair. Arriver le plus près possible au rendez-vous mondial, même si la mission s'annonce immense face aux nations habituées comme l'Argentine ou le Danemark. Je pense qu'ils ont fait un sacré boulot pour que ces filles et ces garçons qui jouent en salle viennent se retrouver à l'aise à la plage. Donc bravo à toute la fédération, à tous les encadreurs. Passer du handball en salle, un sport de contact par excellence, au handball de plage demande une véritable adaptation. Une transition que la détermination et le talent des Amazones ont largement facilité. Ici, la vitesse d'exécution et l'agilité deviennent essentielles. Une autre facette du handball, plus spectaculaire, plus technique, mais tout aussi exigeante physiquement que mentalement. Et bref, voilà donc qui va nourrir nos espoirs que nos Amazones Beach handballeuses remportent ou bien fassent une belle traversée, un beau parcours en Croatie. Bien sûr, nous allons dire simplement bonne chance à nos Amazones. Vous savez, actuellement, le football béninois féminin, précisément, est en pleine progression. Donc, nous avons espoir qu'elles vont servir du beau jeu courant ce mondial. Voilà. Allez, ça va être la fin de cette page. On se dit à demain. Exactement. Pour d'autres sujets de sport, toujours plus croustillants. Merci Alain, merci au public sportif. Je vous retrouve demain avec plaisir. Merci. Merci Fifame Salomé Ataledi Okoundé. Place donc à la santé, car pour faire le sport, il faut être en bonne santé.
Sport et santé font toujours bon ménage et nous parlons justement ce matin de sport. Ça va être avec Christelle Tongolo déjà sur ce plateau. Christelle, bonjour. Allez, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et ce matin? Ça va super bien. Ce matin, vous avez décidé donc de parler de la sexualité chez les jeunes. Absolument, vous faites bien de le dire puisque la sexualité des jeunes reste encore entourée justement de silence et de tabou face à un réel besoin d'information. Absence de dialogue et des informations conduisent malheureusement plusieurs jeunes dans des dérives alors qu'il aurait fallu tout simplement leur donner des informations, les bonnes informations. Pour en parler, nous recevons ce matin M. Gottfried Segla. Il est le chargé de communication de BNC du Monde Suisse au Bénin. Monsieur Gottfried, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Segla, bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour, monsieur Alain. Alors, on remarque dans de nombreuses familles, d'ailleurs je ne trahis aucun secret, parler de sexualité avec les jeunes reste encore un sujet tabou. Beaucoup de parents ont du mal justement à aborder ces questions avec leurs enfants, comme s'il existait encore une forme justement de gêne ou de résistance autour du sujet. Monsieur Segla, selon vous, qu'est-ce qui explique qu'au XXIe siècle, la sexualité reste encore un sujet tabou, j'ai envie de dire? Merci beaucoup. Nous sommes un pays de tradition, nous sommes un pays de culture et de culte. Et parler de sexualité aujourd'hui, il y a beaucoup de mythes autour. Nos parents ont reçu une éducation où parler de sexe était proscrit. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a une certaine réticence des parents à parler de sexualité avec leurs enfants parce qu'ils pensent qu'une fois en parler, c'est exposer les enfants à aller vers. Bien sûr. Donc ils limitent un peu à parler de cela. Or aujourd'hui, il faut en parler pour prévenir tout ce qui est vice sexuel. C'est ça. Et on se rend malheureusement compte aujourd'hui que le silence autour donc, de ces questions peut avoir de lourdes conséquences sur les jeunes, aussi bien sur leur santé que leur bien-être mental. Effectivement, les conséquences sont lourdes. La désinformation aujourd'hui, on sait ce qu'elle apporte dans le rang des jeunes, les avortements clandestins. On écoute ce que la camarade et l'autre disent sur telle ou telle chose, la prise des produits psychotropes ou les produits dopants ou aphrodisiaques pour pouvoir performer sexuellement. Et en fait, que les rumeurs aujourd'hui vont plus vite que les bonnes informations. Oui. Donc aujourd'hui, il est important que les jeunes aillent à la source de la bonne information pour ne pas tomber dans les vices des grossesses précoces, des IST, VIH et autres. Monsieur Segla, dites-nous, comment est-ce que l'on pourrait réussir à mieux informer les jeunes par rapport à la sexualité sans pour autant les y pousser? Aujourd'hui, il faut déjà montrer le danger. Aller vers le sexe sans prévention, c'est s'exposer en fait. Aujourd'hui, il existe bien des manières, les méthodes contraceptives, les méthodes de protection pour ne pas aller au sexe sans protection et subir les risques sanitaires liés à cela. Donc, il faut aller à la source, se rapprocher par exemple des agents de santé quand on a une préoccupation liée à sa santé ou aller vers les guichets uniques de protection sociale ou participer souvent à des causeries éducatives qu'organisent les OSC et bien d'autres pour pouvoir mieux s'informer et être aguerri, être outillé pour ne pas tomber dans ces vices. Alors, on le rappelle, Alain, qu'il y a plusieurs actions qui sont justement menées pour offrir aux jeunes des informations fiables sur la santé sexuelle, mais beaucoup disent encore manquer justement d'espace sûr pour échanger librement et parler sans gêne de sexualité et de santé reproductive. Vous qui êtes au contact de ces jeunes-là, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est aujourd'hui l'état des lieux que vous faites au terme de vos différentes activités? Merci beaucoup. D'abord, il faut avouer que la crainte d'expression libre des jeunes pour parler de sexualité, c'est la crainte d'être jugé, d'être critiqué ou d'être puni par un adulte ou leurs parents. Donc, aujourd'hui, on sent une pression sociale sur les filles, ce qui les expose à ne pas s'exprimer librement. Et à côté de ça, il y a également le fait qu'on pense un jeune, par exemple, qui va dans une pharmacie pour acheter un préservatif, on a déjà une idée sur lui, on se dit il est activement sexuel, il veut faire quelque chose. Donc, il y a ce gêne, il y a cette honte-là qui l'amène à ne pas aller
acheter ce produit, par exemple. Les méthodes contraceptives aujourd'hui sont disponibles. Donc, une jeune femme qui souhaite adopter une méthode contraceptive ou acheter un préservatif, par exemple, il y a cette honte déjà. On la qualifie d'activement sexuel. Sans vous arrêter, M. Seglar, est-ce que ce n'est pas le lieu, le moment de demander aux pharmacies, par exemple, de chercher les techniques qui permettent d'éviter de dire qui est venu acheter paracétamol, qui est venu acheter ceci, pour ne pas déstabiliser les jeunes qui viennent, par exemple, chez ces gens de produits. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment pertinent ce que vous dites. C'est pourquoi, au niveau de certaines formations sanitaires, il y a des agences de santé qui ont des attitudes moralisatrices au lieu des attitudes conseillères, ce qui apporte un certain gêne au niveau des jeunes à aller prendre de l'information ou à répondre ou à aller demander de l'aide aux besoins. Alors, et pour répondre justement à ce besoin d'information et de dialogue, vous avez mis sur place, j'allais dire, le web documentaire Respect Plus. Quels sont concrètement les objectifs de cette initiative? Déjà, le web documentaire répond à un besoin d'informer, de sortir de la traditionnelle sensibilisation moralisatrice, mais de demander, d'offrir un espace d'expression aux jeunes, où ils viennent témoigner de leurs expériences, de leur vécu. Et à travers ce web documentaire, nous apportons une certaine innovation en matière de forum où les jeunes vont s'exprimer entre eux, discuter, partager leurs expériences. Et en même temps, sur ce web documentaire, il y a des ressources où ils peuvent aller s'informer et avoir les informations fiables pour se prévenir de tous ces vices. D'accord. On va voir, Alain, ce que ça présente en image avec l'aide de notre réalisation. Imaginez quelqu'un à 10 ans qui a très rapidement eu le menstru ou bien qui vient d'avoir ses menstruations. À 10 ans, 11 ans, elle est déjà enceinte. Là, imaginez combien d'enfants j'aurais déjà. Près de 4, 5, 6. Les parents n'ont pas le courage ni la force. Est-ce que c'est le courage? Ils se disent que quand ils vont en parler avec toi, ça va te pousser à aller beaucoup plus vers ça. Donc, ils se retiennent peut-être d'en parler avec nous. Je pense qu'on doit apprendre à communiquer. Que ce soit du côté de nous jeunes, comme du côté des parents. Mais moi, je pense par contre que c'est une question de... Ils ne sont pas à l'aise. Eux, ils n'ont pas reçu ça. Donc, difficilement, ils peuvent donner à leurs enfants. C'est comme les menstrues. En Afrique, ici, quand tu es une jeune fille, tu as tes menstrues. On te dit que dès que le garçon te touche comme ça, tu tombes enceinte. Moi, par exemple, on m'a dit ça. Ma maman m'a dit que tu vois ce que tu as eu là. Si jamais garçon t'approche, faut fuir. Quand tu parles beaucoup avec garçon, tu vas tomber enceinte. Les parents, leur peur, au fait, c'est pas qu'on aille au sexe. Leur peur, là, c'est qu'on revienne à la maison avec une grossesse. C'est les jeunes eux-mêmes qui en parlent. Eh bien, le message est libre et l'atmosphère est détendue. Oui, je confirme. Alors, Monsieur Seglar, Respect Plus donne la parole aux jeunes, comme l'a relevé Alain, et les encourage à s'exprimer sans tabou. Mais certains pourraient craindre que cette liberté de parole encourage une certaine dépravation. Est-ce que vous ne pensez pas? C'est plus sécurisant d'être informé que de ne pas être informé. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas informé, vous vous livrez à tout. Aujourd'hui, la plupart des jeunes avec qui nous échangeons, quand ils viennent, au lieu de, en matière de plaisir sexuel par exemple, ils doivent quand même chercher à avoir leur propre plaisir et donner du plaisir à leur partenaire. Mais quand ils viennent, c'est souvent pour mesurer leur performance sexuelle. Donc, ils sont plus préoccupés par eux-mêmes, leur plaisir, que le plaisir du partenaire. Or, déjà, en matière de sexualité, ça doit être mutuel pour une sexualité responsable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous invitons beaucoup de jeunes, tous les jeunes, à aller vers les sources fiables d'informations. Il y a déjà l'éducation parents-enfants. Les parents qui doivent s'inviter à discuter sexualité avec leurs enfants, parce que les parents sont des modèles pour les enfants. Et l'information du dehors, on n'arrive pas à mesurer et à encadrer tout ce qui se dit dehors, mais les enfants ont référence à ce que disent leurs parents. C'est pourquoi l'éducation parents-enfants doit être de mise au sein des familles. Les jeunes doivent se rapprocher des centres de santé, des agents médicaux, des agents médicaux qualifiés
et également des guichets uniques de protection sociale pour quand même avoir la source d'informations liées à leur santé sexuelle, leurs préoccupations personnelles et autres. Monsieur Segla, vous avez sorti le mot tout à l'heure, responsable, une sexualité responsable. Quand on parle de sexualité, on parle de responsabilité. Les jeunes ne devraient-ils pas avoir l'idée que quand ils vont au sexe, un bébé, ça se nourrit. Une femme, ça se nourrit. Un homme, on prend soin de lui. C'est bon d'avoir le plaisir et tout le reste. Mais après, est-ce qu'il faut occulter le fait qu'il y a de grosses responsabilités derrière? Et pour ça, est-ce que les jeunes sont vraiment prêts pour ça? C'est pourquoi on a l'habitude de le dire, quand on n'est pas prêt, on ne va pas vers. Mais quand vous allez vers, prenez vos précautions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes contraceptives, les préservatifs par exemple, ou d'autres méthodes contraceptives qui sont assez adaptées et disponibles dans les centres de santé pour permettre aux jeunes d'exprimer leur sexualité. On peut aller au sexe et limiter les dégâts. Parce qu'un enfant, comme vous l'avez dit, ça se nourrit, mais il faut rester dans les normes pour ne pas se Mais l'autre chose, c'est les études d'abord. Est-ce que les études et la sexualité font bon ménage? Aujourd'hui, il faudrait une éducation complète à la sexualité. Parce que l'éducation complète à la sexualité, c'est une approche qui permet aux jeunes d'avoir les outils nécessaires pour se prévenir. L'idée n'est pas d'encourager les jeunes à aller vers le sexe, mais de savoir les dangers auxquels ils s'exposent en y allant. C'est bien ça. D'accord. Alors, quel type de thématiques ou de sujets sont abordés au cours de vos échanges avec les jeunes? Avec les jeunes, souvent, nous parlons, comme je l'ai dit, de sexualité. Oui, déjà ça. Méthodes contraceptives, nous parlons de la gestion de l'hygiène menstruelle, l'hygiène corporelle, la gestion des périodes menstruelles. Et également l'usage des préservatifs pour prévenir tout ce qui est lié aux IST, aux grossesses et autres. Et bien d'autres sujets qui quand même leur permettent de comprendre l'importance liée à la vie. C'est ça. Alors, on l'a dit au début, le dialogue entre parents et enfants autour de la sexualité reste aujourd'hui encore très limité. En quoi ce web documentaire-là, Respect Plus, peut-il aider à changer aujourd'hui cette réalité? Parce que pour moi, c'est le plus important. Les témoignages à travers ce web documentaire, puisque c'est les jeunes qui s'expriment, rend le documentaire authentique. Les jeunes expriment de façon brute. Voilà, leur vécu, leurs expériences. Et à partir de cela, les parents peuvent déjà s'inspirer pour généraliser sur leurs propres enfants. Et savoir quelles dispositions prendre, savoir quel langage adopter. Et moi, j'invite également les parents à se rapprocher des centres de santé et autres pour également avoir les informations s'ils n'ont pas cette approche-là. Mais je constate que le reportage, ou du moins ce que nous venons de voir, a mis une barrière d'âge. C'est interdit au moins de 18 ans. Non, c'est pour les jeunes. C'est pas pour les jeunes, c'est pas pour les moins de 18 ans. Mais actuellement, quand nous prenons les jeunes, la majorité des jeunes, nous avons environ 30% de jeunes qui ont entre 10 et 24 ans. Et c'est une tranche d'âge où il y a la puberté, il y a tout ce qui est lié à l'adolescence. Donc, il y a une certaine excitation à se découvrir et à découvrir tout ce qui est. Oui, mais moi, je continue de demander, M. Segla, est-ce que dans un Bénin qui se construit et qui veut aller très loin, les jeunes ne devraient pas beaucoup plus s'appesantir sur leurs études, sur leur avenir, que sur le sexe? Effectivement, les études d'abord. On le dit souvent, les études d'abord. Mais c'est dans les études, parce qu'il y a une sociabilisation. En même temps, vous êtes avec vos études, en même temps, vous avez des copines, vous avez des copains. Vous voyez ce que les autres font. Mais si déjà... C'est pourquoi les parents, ils ont un seul objectif. Mon enfant va à l'école, va à l'étude, ramène des diplômes. Soit quelqu'un demain. Donc c'est cette conscientisation-là, c'est autour de cette conscientisation-là que nous travaillons pour amener les jeunes à privilégier les études, l'apprentissage et que le sexe soit secondaire. Mais s'il faut aller au sexe, il faut se prévenir et se protéger contre les vices sexuels. Je comprends parfaitement la préoccupation de mon collègue Alain, mais on n'oublie pas que les jeunes accèdent de plus en plus aux réseaux sociaux et là, il y a un véritable risque de désinformation. C'est cela. C'est ça. C'est ça. Alors, vous abordez aussi les notions de consentement, de respect et de relations saines que recouvrent concrètement ces notions et comment sont-elles expliquées dans les contenus réalisés par les jeunes et avec les jeunes. Quand on parle de relations saines, déjà, il y a le respect mutuel, il y a le consentement. Et quand je prends le consentement, je donne un exemple. Quand en plein acte sexuel, votre partenaire vous dit d'arrêter, vous devez arrêter.
Même si vous êtes à une limite chaude, vous devez arrêter. Parce qu'à la suite, ça peut s'assimiler à un viol. En fait. Donc, la notion de consentement, c'est pour amener les jeunes à déjà se protéger et à respecter le partenaire. C'est cela. Donc, c'est autour de ces questions-là également, nous discutons avec les jeunes, à savoir que l'autre a également son mot à dire et quand vous y allez, non, c'est non. Et ce n'est pas parce que vous voyez une copine, votre partenaire venir chez vous de manière sexy que c'est un appel de pied à aller forcément au sexe. Mais j'ai envie de dire que les jeunes aujourd'hui sont très à l'aise, hein, parce que nous, à notre époque, bon, j'ai dit à notre époque, c'est trop dit. Alors moi, je n'ai pas eu la chance d'évoquer ce sujet-là avec mes parents. Et ça, aujourd'hui, il y a quand même l'opportunité, il y a une ouverture qui permet aux jeunes d'échanger sur les questions. D'échanger et de ne pas tomber dans des travers. Et c'est tout l'intérêt de cette rubrique aujourd'hui. Je vais vous laisser tout simplement conclure cet entretien, étant donné que j'imagine bien le temps est en train de passer. Je voudrais déjà vous remercier pour cette invitation. Et j'aurais un mot à l'endroit des parents et des jeunes. À l'endroit des parents, je voudrais déjà les inviter à renforcer le dialogue avec les enfants, parce que ça crée une certaine confiance et une sérénité entre les enfants et les parents. Là, si l'enfant déjà est confiant, tout ce qui lui arrive dehors, il sera aisé à en discuter avec ses parents. C'est ça. Et si les parents n'ont pas la méthode, ils n'ont pas l'approche, je les invite à se rapprocher par exemple des guichets uniques de protection sociale, des centres de santé, échanger avec des médecins assermentés pour pouvoir avoir l'approche idéale pour échanger avec les enfants. À l'endroit des jeunes également, il n'y a pas de honte à aller vers un centre de santé pour avoir l'information. Il y a beaucoup d'actions que les ESC organisent aujourd'hui au profit des jeunes, c'est vrai, mais s'ils ont tel ou tel doute, ils n'ont qu'à se rapprocher des centres de promotion sociale ou guichets uniques de protection sociale, aller au niveau des ESC qu'ils sentent capables et qui animent souvent ces genres de causeries éducatives, ou aller au niveau des centres de santé, faire un agent assermenté pour avoir l'information fiable et adaptée. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. Non, on pourra pas malheureusement. Okay. Le temps nous a taclé et on va remercier M. Godfried Sega d'être passé. Je crois qu'on a eu quand même une panoplie d'informations. Les jeunes savent désormais à quoi s'en tenir. Christelle, merci. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Un tout petit peu sur ma faim, mais... Il n'y a pas de souci. Ça arrive. Ce n'est pas tous les jours. Allez, mesdames, messieurs, Ylvaïs Balogun est déjà en embuscade. Voici la revue de presse. La presse aujourd'hui nous aborde plusieurs sujets, nous offre l'occasion donc d'en discuter. Ylvaïs Balogun, bonjour. Bonjour Alain Sotouma, vous allez bien? Ça va super bien, content de vous retrouver sur le plateau. Le plaisir partagé. Alors, à moins de 7 jours, Ylvaïs, de la passation de charge entre le président de la République, Patrice Talon, et son successeur, Romuald Ouadani, certains journaux, vous allez le constater, continuent donc de faire le bilan de la rupture et de se projeter, je vais dire. Tout à fait, Alain Sotouma, vous le dites si bien, et c'est d'ailleurs le cas du journal Jakpata qui inscrit sa démarche dans un contexte de bilan national à la veille d'une nouvelle étape institutionnelle. Le journal Jakpata écrit donc, plutôt le journal croit savoir, que Patrice Talon est le meilleur architecte, j'y arrive, du Bénin depuis 1960. Selon le journal, durant ces 10 années de gouvernance, les partisans du chef de l'État estiment qu'il a profondément transformé le visage du pays à travers une politique ambitieuse d'investissement dans les infrastructures. Mieux, d'importants projets d'aménagement urbain ont été réalisés, contribuant à la réorganisation et à la modernisation de certaines villes du pays. À l'heure du passage de témoins, cette décennie reste largement analysée comme une phase de transformation profonde du Bénin, conclut le journal. Et au journal Le Matinal, dans une vision prospective, d'évoquer le plan national de développement 2026-2035. Talon transmet une trajectoire décennale déjà structurée, écrit le journal. Selon le journal, avec ce plan, le Bénin a ouvert une nouvelle phase de son histoire politique et économique, d'autant que le document décennal est destiné à opérationnaliser la vision nationale Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Structuré autour de 17 axes prioritaires, le plan s'organise autour de 3 axes
3 grands domaines stratégiques, à savoir la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et de l'inclusion sociale et la modernisation de la gouvernance ainsi que des institutions publiques. Le journal fait également le bilan d'une décennie de modernisation et de performance des filières agricoles sous la rupture. En l'espace d'une décennie, le paysage agricole du Bénin a connu une métamorphose sans précédent, passant d'une agriculture de subsistance fortement dépendante des aléas climatiques à un secteur agro-industriel structuré et compétitif. Porté par une refonte institutionnelle audacieuse, l'essor des usines de transformation locale et un soutien financier historique aux producteurs, le pays enchaîne les performances records, s'imposant désormais comme un leader agricole incontournable en Afrique de l'Ouest. Et pour un capital humain pris en compte dans la transformation structurelle de notre pays et surtout dans l'économie, l'accès aux pièces d'identité civile devient indispensable. Tout à fait, Alain. La nation nous apprend que 130 000 personnes ont été enrôlées en 8 ans dans 9 communes du Bénin. Il s'agit de Lokossa, de Bopa, de Kouyogbi, de Zé, de Tofo, d'Alada, de Ndali, de Perere et de Souava. Les populations de ces communes détiennent donc désormais leur carte d'identification personnelle et leur carte C'est moi. L'initiative émane d'une ONG et cette initiative a permis de contribuer à la lutte contre l'exclusion administrative et de renforcer la participation démocratique. Le journal évoque par ailleurs la fin du projet de modernisation du transport urbain. Il s'agit du projet Bénin Taxi, une initiative du programme d'action du gouvernement qui aura marqué le paysage du transport urbain et contribué à l'insertion professionnelle des jeunes. L'un des succès majeurs du projet résiderait dans son impact social. En faisant le bilan, la nation nous révèle que 300 jeunes béninois ont été sélectionnés, formés et accompagnés dans un modèle d'entrepreneuriat innovant basé sur la location-vente de véhicules. Et sur le plan opérationnel, Bénin Taxi affiche des résultats significatifs avec un taux d'exécution physique de près de 96% et une exécution financière complète. On finit par ce sacre de Odile Arwanwanou au 24e championnat d'Afrique de l'athlétisme. De l'athlétisme. Et de 4, donc pour Odile Arwanwanou, titre la presse du jour. Après le Nigeria en 2018, l'île Maurice en 2022, le Cameroun en 2024, Odile Arwanwanou monte pour la 4e fois sur la plus haute marche du podium continental en heptathlon à Accra. Au bout de 7 épreuves combinées, elle aura totalisé 5 309 points. Et au journal Gaskiani d'affirmer sans embâche que Odile Arwanwanou est désormais un nom gravé dans le marbre de l'athlétisme africain, car elle ne court pas simplement après des médailles, elle écrit l'histoire à chaque foulée et grave son nom dans le marbre de l'athlétisme africain avec une élégance et une puissance rarement égalées. Et oui, merci à vous, mon cher ami Ilvaïs Balouzou. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Allez, mesdames, messieurs, ainsi prend fin ce numéro, le 167e de cette saison de Bonjour le Bénin. On se retrouve demain. Bonne journée à chacun et à tous.